Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder différents petits sujets liés à notre association. Nous allons entre autres aussi en profiter pour répondre à une question d'une téléspectatrice. Je vais commencer par, je vous en avais parlé récemment, donc pour vous informer que notre association Les Amis de Mélanie Calva va très bien, grâce à vous, je vous en remercie. Nous avons beaucoup d'auditeurs et nous développons nos activités, c'est par la grâce du bon Dieu. On ne remerciera jamais suffisamment Mélanie Calva et la Très Sainte Vierge Marie qui nous obtiennent beaucoup de grâce et qui font que nos activités se développent. C'est tout à la grâce de Dieu pour faire connaître Notre-Dame, ses messages et rétablir Mélanie Calva. Je vous remercie en tout cas pour vos soutiens. Nous avons donc décidé, en plus de notre site melaniedelassalette.fr, d'ouvrir un autre site. J'ai tendance à dire, oui, ça peut faire peur, ça, mais moi je trouve, plus il y a de sites, mieux c'est. Plus il y a d'associations, mieux c'est. Vous voyez, le Seigneur multiplie, il ne divise pas. Nous avons ouvert un nouveau site qui s'appelle lesamisdemelaniecalva.fr, tout attaché. Voilà, c'est un site sur lequel nous allons plus parler des activités de notre association, alors que sur le melaniedelassalette.fr, c'était plus l'apparition, les apôtres des derniers temps, Mélanie Calva, Maximin Giraud, l'historique et des informations, vous voyez, des informations directement. La documentation, entre guillemets. Donc là, très rapidement, je vais vous brosser un petit peu les différentes activités que nous faisons, que nous sommes en train de faire ou que nous pensons faire et qui donc vont venir en onglet sur notre nouveau site. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons ouvert. Donc comme activité bien sûr de notre association, il y a les différents sites internet, il y a cette chaîne YouTube que vous consultez en ce moment, qui nous permet d'aborder plein de sujets différents. Il y a nos publications, tous nos livres dont nous vous parlons régulièrement. Nous en avons 4 pour le moment et nous allons continuer. Nous allons à certains événements faire des tables de presse, vous voyez, comme par exemple aux Journées Chouane des éditions Chiré. Et quand nous sommes appelés à des événements comme ça, nous allons parler de la Salette. Nous faisons des interventions, c'est-à-dire que quand nous voyons des articles vraiment mauvais, nous n'hésitons pas, ou qui attaquent la Salette, ou des gens qui soutiennent la Salette. Nous avons une cellule qui fait des courriers, nous n'hésitons pas à intervenir, à envoyer de la documentation, à envoyer des publications gratuitement à des gens qui soutiennent, à des gens pour les informer, ou à des gens qui attaquent la Salette, souvent quand nous pensons que c'est par méconnaissance, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui attaquent Mélanie Calva par méconnaissance du sujet, et bien dans ce cas-là, nous envoyons, vous voyez, des publications, des documents à ces personnes. Donc ça rentre dans le cadre je dirais, des activités de notre association. Nous avons en projet un film et documentaire. Nous avons déjà fait des pèlerinages et nous sommes en train de voir comment développer de manière plus régulière et plus publique, puisque pour le moment ça se faisait plutôt d'une manière plus de bouche à oreille, et nous sommes en train de voir comment développer de manière plus publique des pèlerinages, donc là qui serait vraiment lié au secret, aux apôtres des derniers temps et à Mélanie Calva de manière obvie, de manière évidente. Contrairement quand même à tous les pèlerinages qui se font maintenant, ils vont au sanctuaire, puis ils restent au sanctuaire, et puis là-bas on ne peut pas parler de Mélanie Calva, il ne faut pas parler du secret, alors sur la pointe des pieds, en se cachant, on va à la maison de Mélanie Calva, à Corps, dont je vous ai parlé, il faut absolument y aller. Vous voyez, donc nous on veut faire des choses un petit peu plus sans se cacher, de manière évidente, et puis publiquement appeler des gens à venir à ces vrais pèlerinages où on est dans la Salette, vous voyez, les vrais messages, où on a des prêtres qui nous parlent des apôtres des derniers temps. Vous voyez,
de Mélanie Calva, vous voyez, qui peuvent nous faire des développements spirituels sur la vie de Mélanie Calva, sur sa vie incroyable, sur le récit de l'apparition, vous voyez. Et ça, on a envie de passer la vitesse supérieure et de le faire plus au niveau un petit peu plus public. Donc on va voir comment on avance avec ça. Et ça, tout ça, bien sûr, sera mis sur notre site. Un certain nombre d'entre vous ont demandé déjà depuis le début de notre chaîne YouTube et de notre site à devenir membre de notre association. Je m'excuse auprès des gens qui me l'avaient demandé, à qui j'ai répondu, mais il n'y a rien qui s'est débloqué pour le moment. À nouveau, on est en train de formaliser un petit peu tout ça, et on est en train on a réfléchi à tout ça. On va ouvrir très bientôt la possibilité d'être membre de notre association. Donc avec des dons ou des cotisations, comme ça se fait dans beaucoup d'associations, ce qui donnera des réductions aux livres, par exemple. Et puis les membres, par exemple, auront accès, par exemple, au pèlerinage, aux visites que nous allons organiser. Et puis nous avons aussi pensé éventuellement essayer d'avoir des membres actifs. C'est-à-dire que autant que l'ennemi, vous voyez, l'ennemi de la Salette, le démon, sa maçonnerie, et voilà, et tous les gens qui agissent pour le démon sans même le savoir, en étant contre Mélanie et la Salette, eh bien, ce sont des gens qui sont actifs. Alors nous faisons de l'information, mais nous voulons être le plus proactif possible. Donc il y aurait possibilité, nous y réfléchissons, à avoir les gens intéressés, vous voyez, outre les gens qui sont membres en cotisant et en faisant des dons, eh bien nous pourrions avoir comme ça, en fonction des régions, des lieux, des gens qui se forment tout doucement à la Salette et qui peuvent faire autour de chez eux, dans leur département, dans leur région, des petites conférences sur la Salette, avoir éventuellement nos livres, parce que pour diffuser nos livres que personne ne diffuse, eh bien ça peut être intéressant, vous voyez, d'avoir des espèces de branches des amis de Mélanie Calva, en fonction des lieux géographiques. Et c'est ce que j'appellerais, je dirais, des membres actifs. Vous voyez, des membres qui seraient dévoués à la cause, comme nous le sommes, et voilà, qui seraient des petits amis de Mélanie Calva dans leur région. Et que nous pourrions les fournir en matériel, et également, s'ils le souhaitent, en formation, pour pouvoir voilà, faire des petits exposés, des petites conférences là où ils sont. Voilà. Je profite de cet aparté donc technique sur notre association. Je l'ai que trop rarement fait, voire jamais. Je tiens à remercier nos membres actifs, ceux sans lesquels rien ne se ferait. Je tiens d'abord à remercier Jean-Marie qui nous aide beaucoup à la technique. Sans lui, nous n'aurions pas toutes ces vidéos. Nous avons d'autres projets avec lui aussi et nous allons certainement faire des films et des documentaires. Mais en tout cas, je tiens à remercier Jean-Marie. Je tiens à remercier Shanti. Aucune de nos publications ne se ferait sans Shanti. Toute la partie site internet, publication, c'est Shanti. Et puis je tiens à remercier beaucoup Florian qui nous fait tous les dessins qu'il y a sur nos publications, les logos, tout ce que vous voyez comme illustration sur nos sites, sur nos publications, c'est Florian. Voilà, ces trois personnes sont vraiment les piliers de l'association des amis de Mélanie Calva. Je ne pourrai jamais trop les remercier. Voilà pour la partie technique de cette vidéo. Maintenant, nous allons rentrer dans le dur, comme d'habitude, puisque, voilà, avec la Salette et Mélanie Calva, c'est souvent le cas. Je vais revenir rapidement sur, puisque une personne m'a demandé de préciser un petit peu, de donner un petit peu plus de détails. J'avais dû survoler un petit peu lorsque j'ai présenté l'ouvrage de notre cher ami Paul-Étienne Pierrecourt, grand spécialiste de la Salette. Nous avions parlé de son livre qui parle du faux secret de 1999 et comment un prêtre s'est fait berner en publiant un faux secret retrouvé dans les archives du Vatican en 1999.
ce faux secret est là. Évidemment, il est publié partout. Tout le monde a sauté sur ce faux secret. Je vais revenir là-dessus donc un peu aujourd'hui, là. Et vous allez voir, c'est en lien avec un article très mauvais qui vient de sortir et dont nous allons parler également aujourd'hui. Voilà, le faux secret. Vous voyez, alors, je pense que vous le voyez. Il fait une page. Puis là, un tout petit peu, là, un tout petit paragraphe qui pourrait être en haut. Donc en gros, on est sur une page. Voilà. C'est ce que nous appelons le faux secret. L'abbé, grand spécialiste de la Salette et vraiment pro-Mélanie et pro-la Salette, l'abbé Corteville, qui s'est fait berner. Il s'est fait avoir, ça peut arriver à tout le monde. Mais du coup, tout ça, ça tombe vraiment dans l'escarcelle du démon. Et ce faux secret, quelqu'un m'a demandé dans les commentaires de nos vidéos de revenir rapidement dessus. Je pense que je suis passé rapidement sur les 5 points que donne Paul-Étienne Pierrecourt dans son livre. Donc je veux revenir sur 2 ou 3 points qui me paraissent très évidents et qui sont dans un document que je vais vous conseiller pour essayer de revenir là-dessus. C'est très important que les choses soient claires pour vous tous là-dessus. Parce que nous nous rendons compte de plus en plus que ce faux secret qui est publié par plein de gens pro-La Salette et pro-Mélanie, fait des dégâts. Et c'est toujours pareil, c'est comme avec les fausses apparitions. On croit que c'est pas grave, mais c'est pas grave, c'est pas si grave, parce qu'on soutient le vrai. Donc s'il y a un peu de faux, c'est pas vraiment grave. Eh bien non, en fait pas du tout. Parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas bien La Salette, et tout ce qu'ils découvrent quand ils commencent à découvrir La Salette, c'est que, il y a des gens qui font des bouquins, je ne vais même pas donner le nom, des gens qui deviennent tout d'un coup des grands spécialistes de La Salette, qui disent qu'il y a 8 versions du secret, 6 versions du secret, 4 versions du secret. Vous voyez, ça je vous l'avais déjà dit. Mais ce secret, ce faux secret de 1999, comme il est censé avoir été trouvé au Vatican dans les archives, ça semble vraiment un article de foi, quoi. C'est vraiment, c'est le truc qu'a écrit Mélanie. Puis en fait, c'est la version du secret qu'elle a écrit en 1851, donc qui est le plus près de l'apparition. C'est celui qui serait le plus vrai. Et puis, celui de 1879, qui a eu imprimature, qui a été soutenu par Léon XIII, et qui en fait est le vrai récit de l'apparition, eh ben celui-là, du coup, c'est Mélanie qui l'a écrit après qu'il soit passé plein de choses bizarres dans sa tête, quoi, voyez. Et tout cet amalgame fait que les ennemis de La Salette s'en donnent à cœur joie avec ce faux secret. Donc, nous allons, je profite de l'occasion aujourd'hui pour encore y revenir. Et en espérant être peut-être plus clair que je n'ai été la dernière fois, j'ai peut-être manqué de clarté. Je vous invite de toute façon à aller à vous procurer le livre de Paul-Étienne Pierrecourt sur l'abbé Corteville qui s'est fait berner. Voilà. Quelques précisions. Déjà, il y a une lettre de sa grandeur, Monseigneur Sauveur Louis Zola, évêque de Lecce. C'est une... Donc en fait, Monseigneur Zola, c'est l'évêque de Lecce, donc il vit à l'époque de Mélanie, à l'époque de La Salette, fin 19e. Il a été en cause de béatification, donc c'est quand même pas rien, vous voyez, c'est pas juste un petit évêque, vous voyez, qui s'est fait impressionner par une petite hallucinée, une petite folle, qui avait cru voir la Sainte Vierge, et puis, non, pas du tout. C'est un évêque hyper sérieux, il est très connu à Rome à l'époque, et il est très crédible. Voilà. C'est lui qui a donné l'imprimature au récit de Mélanie Calvat de la publication de 1878. Donc, Monseigneur Zola, nous avons une lettre de lui, écrite à Lecce, et qu'il écrit à un curé d'un diocèse de France. Donc, vous voyez, en 1880. Donc, après la publication du récit de Mélanie et du secret, pour la première, le secret commence à être attaqué, les apôtres des derniers temps attaqués, etc., par les évêques et les cardinaux français principalement, et la maçonnerie. En 1880, eh bien, l'évêque Monseigneur Zola écrit une lettre à un prêtre français. Donc, on a cette lettre.
Et c'est écrit il y a 140 ans. Donc ce n'est pas des gens récents qui essayent de biaiser les choses. Et je vais prendre quelques passages de cette lettre, et vous allez comprendre qu'en fait, le fait que ce secret trouvé en 1999 par l'abbé Corteville dans les archives du Vatican, sans rentrer, je veux parler de ça aujourd'hui, parce qu'il y en a probablement beaucoup d'entre vous qui ne veulent pas forcément lire tout un livre dessus, mais en fait, il y a quelques points à comprendre, c'est très facile de comprendre que ce secret trouvé est un faux. C'est impossible que ce texte ait été écrit par Mélanie Calvat en 1851, comme il prétend l'être. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on pense que quand Mélanie Calvat et Maximin Giraud ont écrit leur secret depuis Grenoble à Pie IX, qui était à Rome, ça a été demandé par Monseigneur de Bruyard, donc l'évêque de Grenoble, après l'apparition, avant de reconnaître l'apparition, que l'évêque du diocèse la reconnaisse. Il a demandé aux deux enfants d'écrire leur secret, que ça soit cacheté, que ça soit de manière confidentielle, qu'il soit envoyé au pape, et le pape qui a lu les secrets a ensuite donné une espèce d'approbation, de feu vert tacite à l'évêque de Grenoble pour reconnaître l'apparition. Voilà l'histoire de ce secret écrit par Mélanie à ce moment-là, 1851 à Grenoble, 5 ans après l'apparition. Et il y en a qui prétendent maintenant que ce secret a été retrouvé. Sauf qu'il est complètement différent de celui qui a été publié en 1879. D'où le contentieux et d'où le problème. Et d'où les gens qui veulent attaquer Mélanie, qui veulent attaquer la Salette, ou qui ne connaissent pas le sujet, et ben ils tombent là-dessus et ils disent « C'est quoi cette histoire? On a deux secrets complètement différents, ça ne tient pas debout. » La lettre de Monseigneur Zola dit, donc je ne vais pas vous lire toute la lettre, qui fait 3 pages, un passage. Donc je cite un saint évêque italien, cause de béatification, 1880. Il écrit « Ce ne fut que le 3 juillet 1851 que Mélanie écrivit elle-même son secret, pour la première fois, au couvent de la Providence à Coran, c'est à côté de Grenoble, par ordre de Monseigneur de Bruyard, évêque de Grenoble, et en présence de M. Dos, ingénieur en chef des ponts et chaussées, et M. Taxis, chanoine de la cathédrale de Grenoble. Mélanie remplit 3 grandes pages d'un seul trait, sans rien dire, sans rien demander. Elle signe sans relire, plie son secret et le met dans une enveloppe. Elle met ainsi l'adresse à sa sainteté Pie IX à Rome. Mélanie Calvat, ce témoignage d'un évêque en cause de béatification, en 1880, écrit, il le sait, par Mélanie, et on l'a de toute façon dans des archives, c'est corroboré par M. Dos et par le chanoine Taxis, qu'elle a écrit 3 grandes pages. Alors, est-ce que vous avez l'impression de voir ici 3 grandes pages? Alors, je vous laisse vous-même, voyez, c'est à vous de décider. Est-ce qu'on a 3 grandes pages? Moi, je vois une petite page. Voilà. Mélanie, le 3 juillet 1851. C'est bien celui-là, hein? Voilà, écrit, elle a marqué le 6 juillet 1851. Vous allez voir pourquoi. Donc on est bien en 1851. Ça colle pas du tout. Le lendemain, 4 juillet, le secret est recopié par Mélanie elle-même à l'évêché de Grenoble, dans le but de bien distinguer 2 dates. Donc en fait, Mélanie, après avoir écrit, elle dit « Ah non, je me suis trompé, il faut que je le réécrive. » Donc il n'est pas encore envoyé au pape. Le lendemain, 4 juillet, le secret est recopié par Mélanie elle-même à l'évêché de Grenoble dans le but de bien distinguer 2 dates des événements qui ne doivent pas arriver à la même époque. Mélanie, n'ayant mis la première fois qu'une seule date, craignait que, pour ce motif, le pape ne comprît pas bien et qu'il y eût par conséquent équivoque. Donc, le Saint-Évêque, en 1880, qui a été confesseur de Mélanie, nous dit que
Il a apparemment des... Enfin, je ne vois pas comment il pourrait inventer des informations aussi précises. Il nous dit que Mélanie, sur la première version du secret, a mis une date, qu'elle a demandé à pouvoir le refaire pour mettre une deuxième date. Alors, dans cette page, je ne vois aucune date. J'ai beau le lire, le relire, j'ai lu 10 fois là, avant de faire la vidéo. Vous voyez, il n'y a aucune date. Voilà, nous sommes dans un secret qui n'a même pas une date. C'est même pas la version d'avant. C'est encore moins la version envoyée au pape qui avait 2 dates. Il n'y a aucune date. Donc ça ne colle absolument pas à nouveau. Là, on a déjà 2 exemples. Il dit plus loin, Mélanie n'a pas envoyé à sa sainteté Pie IX tout le secret qu'elle a publié dernièrement, celui de 1879, mais seulement tout ce que la Sainte Vierge lui inspira sur l'heure d'écrire de cet important document. En outre, bien des choses qui pouvaient concerner Pie IX personnellement. Toutefois, par suite d'informations que je vous donne comme très précises, je sais que les reproches adressés au clergé et aux communautés religieuses étaient contenus identiquement dans la partie du secret donnée à sa sainteté Pie IX. Les reproches adressés au clergé et aux communautés religieuses étaient contenus identiquement. Vous connaissez, enfin si vous ne connaissez pas, vous pouvez acheter ou trouver même sur notre site en PDF gratuit le récit du secret de Mélanie. Les prêtres ministres de mon fils, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences, par le plaisir de l'argent, sont devenus des cloaques d'impureté, etc., etc. Donc là, le saint évêque nous dit que ça, c'est écrit de manière identique sur le secret écrit en 1851. On n'a même pas une demi-phrase qui ressemble à ça dans cette espèce de truc. Il n'y a rien. Vous voyez? Et plus on fouille les choses comme ça, plus on s'aperçoit que on ne comprend même pas comment le grand spécialiste, l'abbé Corteville, qui est quand même un type vraiment à fond dans la Salette, il connaît super bien, il est vraiment pro-Mélanie, pro-la Salette. On ne comprend pas comment... Et même, vous voyez, je vous dis franchement, je côtoie plein de gens qui connaissent bien la Salette, ils connaissent beaucoup mieux que moi. Vous voyez, plein de gens qui soutiennent la Salette, qui publient des choses, qui font des livres et tout, et qui publient ce truc-là. Vous voyez, ce livre, La vraie Mélanie de la Salette, je vous en ai déjà parlé, un super ouvrage. Et à la fin de cet ouvrage, on trouve cette espèce de faux secret de 1851. Mais je vous dis, enfin, franchement, un enfant qui étudierait un petit peu la Salette verrait tout de suite que ça colle absolument pas. Vous voyez que ce texte, c'est impossible que Mélanie ait écrit ça en 1851. Ça ne colle pas du tout avec l'historique, avec les archives, avec les commentaires faits dans les archives par les gens qui ont vu Maxima et Mélanie écrire à cette époque. Avec le texte, le contenu même des 2 secrets est tellement différent que c'est impossible. Vous voyez, ça ne colle pas. C'est incroyable que les gens se fassent berner comme ça. Franchement, c'est pas étonnant que le démon ait la main à ce point-là, parce qu'on se fait berner, mais vraiment comme des enfants en bas âge, quoi. Enfin, franchement, hein, c'est... Voilà. Je tiens aussi de sources certaines, dit le Saint-Évêque, que notre Saint-Père Léon XIII a également reçu ce même document tout entier. Voilà. Je dis ça pour ceux qui disent que le secret a été inventé par Mélanie. Et enfin, donc sur le secret qui est dans le document de 1879 que nous publions. Quant au secret imprimé à Lecce, c'est celui-ci, le seul, le vrai, en fait il n'y en a qu'un seul qui a été écrit, c'est celui-là. Je vous assure qu'il est identique à celui qui me fut donné par Mélanie en 1869. Elle l'a déjà écrit pour ses confesseurs en Italie, 10 ans avant sa publication. Mais c'est le même, il le dit. C'est pas comme cette espèce de truc de 1851 qui n'a rien à voir avec celui qui est publié et approuvé et lu par Léon XIII, et lu par Pie IX. Elle a comblé seulement dans ce dernier ses lacunes, ses petites réticences qui du reste étaient loin de rien ajouter ou de rien noter à la substance de ce document. Je l'ai moi-même fait examiner par ma curie épiscopale suivant les règles de l'Église, et mon vicaire général, n'ayant
trouvé aucune raison qui puisse s'opposer à la publication du secret a délivré sa licence d'imprimer en ces termes, ni l'obstat imprimature, à la personne qui voulait le publier à ses frais et selon ses pieuses intentions. Il n'est pas possible d'élever des doutes sur l'authenticité de cette brochure. C'est pour ceux qui disent qu'il y a 15 000 versions. Notre Saint-Père Léon XIII, en 1879, a daigné honorer Mélanie d'une audience privée et l'a chargée aussi de la compilation des règles du Nouvel Ordre, préconisées et réclamées par Notre-Dame de la Salette, et intitulée « Les apôtres des derniers temps ». Pour achever une telle rédaction, l'ex-bergère demeura pendant 5 mois dans le couvent des Salésiennes à Rome. Pendant ce temps, elle a été encore mieux connue et plus estimée, surtout par ces bonnes religieuses qui ont donné de très favorables attestations sur le compte de cette heureuse bergère de la Salette. Je sais enfin par mes informations que M. Nicolas, avocat à Marseille, était à Rome le samedi saint 1880 et a été chargé de rédiger une brochure explicative du secret tout entier afin que le public le comprenne bien. Voilà, donc je tenais à vous citer des parties de cette lettre de Monseigneur évêque, Monseigneur Zola, Saint-Évêque en cause de béatification en Italie en 1880, pour succinctement, mais de manière précise et claire, vous montrer que cette espèce de secret qu'on nous présente partout comme un secret de 1851, c'est juste du pipeau planté par la maçonnerie au Vatican. Ils n'y vont pas de main morte, hein. Les quand ils bossent, voilà. Donc c'est poubelle, et il faut que vous en parliez autour de vous, voyez, il faut que vous documentiez là-dessus. C'est une bonne idée de se procurer le livre de M. Pierre Coeur. Et de Maurice Cagnoni, qui aussi a fait un petit fascicule là-dessus. Vous voyez, les deux grands spécialistes, on peut dire ce qu'on veut, mais les deux grands spécialistes, c'est Paul-Étienne Pierrecourt et Maurice Cagnoni. Eh ben, eux, ils se sont pas fait berner. Et il n'a pas suffi qu'un spécialiste publie un faux secret pour qu'il tombe dans le panneau. Vous voyez, ils se sont assez vite rendus compte que ce truc ne tenait absolument pas debout. Avant de passer au dernier sujet de cette petite vidéo, je vais rapidement, et c'est lié à ce que je viens de vous lire en fait, tout ce dont je viens de vous parler vient en réponse à un article. Alors vous voyez, on avait parlé il y a quelques temps de cela sur notre chaîne, nous avions parlé du CRC, nous avions parlé des attaques contre Mélanie Calva, contre le secret, et des réponses du ciel, avec des prêtres, des cardinaux, des évêques qui sont morts dans des conditions déplorables. On voyait bien que c'est la Providence qui répondait aux attaques intolérables et ignobles qui sont faites contre Mélanie Calva. Le seul but étant pour le démon de rayer les messages de Notre-Dame de la Salette de la carte. Et principalement parce qu'il tremble devant les apôtres des derniers temps qui vont se faire. Et dans la même veine, tout récemment, janvier-février 2025, aux surprises, dans un magazine qui s'appelle Fidélitaire, numéro 283, eh bien, alors ce sont des gens qui ont qui veulent faire un article sur l'Antéchrist. Bon. Il faut être motivé, c'est le truc à se casser la figure, et ils se sont cassés la figure. Et voilà. Alors, c'est pas le tout de vouloir écrire sur l'Antéchrist, mais voilà, en fait, quand on écrit sur l'Antéchrist, ben, évidemment, c'est tellement, pour ceux d'entre vous qui connaissent le récit de l'apparition, et le secret de Notre-Dame de la Salette, ben, c'est sûr que les plans du démon sont bien dévoilés, c'est pour ça que c'est autant attaqué. Et puis, l'Antéchrist, je ne vais pas vous le lire aujourd'hui, mais des passages sur l'Antéchrist, en fait, il y en a plusieurs. Outre que Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist, vous voyez, il y a quand même que le père de l'Antéchrist sera évêque, que sa mère sera une fausse vierge hébraïque, que la dernière guerre sera faite par les 10 rois de l'Antéchrist, et puis d'autres passages que je n'ai pas en tête. Alors, on fait un article sur l'Antéchrist, et puis on veut parler, si on parle de l'Antéchrist de nos jours, il faut bien parler de la Salette.
Et alors, au lieu de potasser son sujet, vous voyez, de bien travailler le sujet, et puis de profiter de ce que le ciel nous a envoyé, il y a déjà presque 180 ans, vous voyez, de profiter des avertissements de Notre-Dame, vous voyez, le ciel qui se décarcasse à nous envoyer Notre-Dame en pleurs pour nous donner plein d'avertissements, aussi bien sur la Troisième Guerre mondiale, que sur Rome, que sur l'Antéchrist, ben, l'idée c'est de se servir de ça. Vous voyez, surtout quand on écrit un article sur l'Antéchrist. Et puis qu'on est quand même un petit peu le réceptacle enfin voilà, quand on est la continuation de l'Église de toujours, vous voyez, c'est toujours, c'est quand même bien de connaître bien ces sujets, vous voyez. Et puis alors là, on a un truc. Alors d'abord, il nous parle de Luther dans cet article, et puis après, Mélanie et son secret. Et puis alors là, je ne vais pas vous lire l'article. On a 3 pages là. Mais c'est d'une nullité. C'est-à-dire qu'en fait, là, nous sommes face à quelqu'un qui ne connaît absolument pas le sujet. Puis il barbote un peu, là, vous voyez, ça pédale dans la choucroute. On voit bien que... Alors, c'est la base quand même de cet article, c'est le faux secret de 1851. Donc là, on est du niveau maternel. Hein. Enfin, je veux dire, enfin, normalement, pour des saints prêtres qui doivent connaître leur sujet, quoi. Alors, ce fidélitaire vient d'une congrégation qui a des... Alors à nouveau, des saints prêtres qui connaissent extrêmement bien la Salette, extrêmement bien Mélanie Calvat, qui ont un très grand respect pour le secret de la Salette, un très très grand respect pour Mélanie Calvat. Et là, on a chargé quelqu'un qui connaît absolument pas le sujet d'écrire cet article. Alors là, on ne comprend pas du tout en fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les grands spécialistes de la même congrégation n'écrivent pas sur le sujet, c'est les spécialistes mariales, ministre de l'Immaculée, j'en passe et des meilleurs, et puis on a un espèce de monsieur, on ne sait même pas qui c'est, et puis il écrit un truc, il ne connaît rien, et puis, ben voilà, en gros, Mélanie Calvat n'est pas solvable, elle leur livra, alors c'est truffé d'erreurs, elle a préparé cette faute, que Dieu préparait cette faute, elle leur livra à chacun un secret, Notre-Dame, qui ne devait être communiqué qu'au souverain pontife. C'est des trucs, c'est n'importe quoi. La Sainte Vierge n'a jamais dit que les secrets devaient être communiqués qu'au souverain pontife, en fait. Elle a dit à Maxima de le dire jamais à personne, et à Mélanie, elle a dit vous pourrez le publier à partir de 1858. Ça, c'est ce qu'elle dit. Enfin, c'est ce que tout le monde sait ça, quoi. Mais là, c'est telle méconnaissance. Alors, c'est comme si la Sainte Vierge leur avait dit de le communiquer qu'au souverain pontife. Mais c'est absolument faux. C'est Monseigneur de Bruyères, l'évêque du lieu, qui a convaincu les enfants de l'écrire pour le souverain pontife. Ça n'a rien à voir avec Notre-Dame, qui a donné, elle, un ordre clair, qui a été d'ailleurs complètement validé par Léon XIII à l'époque, par Pie IX, et puis Saint Pie X qui disait de Mélanie que c'était une sainte et qu'il fallait pousser sa cause de canonisation. Là, on est face à quelqu'un qui... Tiens, on pense qu'il n'a même pas lu aucune des publications qui existent, en fait. On ne comprend pas ce qu'il a lu. Le problème, c'est que, vous voyez, c'est censé faire école. Enfin, vous voyez, un article comme ça, c'est lu par tout le monde, c'est lu par la plupart des gens de la tradition en France, ça va se balader partout, et il y a plein de gens qui vont... Enfin, vous voyez, il y a plein de gens qui risquent d'y croire. C'est comme le faux secret de 1851, vous voyez. C'est pas le tout que ça soit évident que c'est faux, mais quand c'est publié, il y a plein de gens qui y croient. Et là, on a un truc, mais franchement, l'article, on peut difficilement faire plus mauvais, en fait. Le type ne connaît pas du tout son sujet. Mais comme c'est publié, il y a plein de gens qui vont le croire. Donc c'est de la désinformation totale. Alors, est-ce que ça peut plaire à notre Seigneur? Est-ce que ça peut plaire à Notre-Dame? C'est impossible. C'est impossible. Alors on est dépositaire de la foi et on écrit des choses comme ça complètement insensées. Il faut mieux rien écrire. Ne fut pas admis à faire profession. Bon, je ne vais pas vous lire. L'histoire des deux versions, l'histoire des versions rédigées du secret de Mélanie est complexe. Retenons qu'en 1870, Mélanie mit à nouveau son secret par écrit et que cette version fut publiée en 1879. Alors vous voyez, vous avez entendu là déjà, c'est en 1869 qu'elle a écrit pour Monseigneur Zola la version, et il dit que c'est exact, que c'est la même avec des petits points, des petits pointillés qu'elle n'avait pas mis et qui a été écrite en 1878 et publiée en 1879. C'est bourré d'imprécisions.
Alors ensuite, il vient critiquer les prophéties. Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Quelle prophétie, dit-il? Bon, bah après, il peut s'arranger avec la Sainte Vierge, hein, s'il n'est pas d'accord avec les prophéties données par le ciel. Ça, après tout, hein. La version 1879 à laquelle adhéra le fougueux Léon Blois, mais également Jacques Maritain. Alors, tu vois, super, quoi. Genre, ça pourrait être de mauvaise foi, il n'y a pas pire, quoi. Vous voyez, on prend quelque chose de vrai, et puis on dit que des gens un peu douteux ou un peu fougueux l'ont apprécié. Vous voyez la manière de combattre la chose, quoi. C'est ce qu'on appelle vraiment, c'est des coups dans le dos, ça, vous voyez. Alors, et voilà. Alors, attendez. Le 2 octobre 1999 eut lieu un coup de théâtre. Un prêtre, l'abbé Michel Corteville, qui effectuait des recherches à Rome, découvrit dans les archives de l'ex-Saint-Office les manuscrits de la rédaction des secrets faits en 1851 par Mélanie et Maximin et remis à Pie IX, car on les croyait perdus. Or, la version 1851, qui est donc désormais publique, elle aussi, et celle de 1879 diffèrent sensiblement. Pas sensiblement, elles diffèrent carrément, elles n'ont rien à voir. Alors, on a un prêtre qui est censé avoir les pieds sur terre, c'est des prêtres qui écrivent ça. Hein. Enfin, je sais pas, il met pas son nom, mais... Alors, le mec qui croit au coup de théâtre, retrouvé dans les archives, d'un secret qu'on croyait perdu, je suis désolé, ça ressemble pas du tout à ce que moi m'enseignent mes prêtres dans la prudence, vous voyez. Le coup de théâtre, 150 ans après l'apparition, qui vous révèle tout d'un coup le truc qu'on n'avait jamais trouvé, alors qu'on sait que l'ennemi est rentré à l'intérieur de l'Église, est rentré à l'intérieur de Rome. Vous voyez, quand on vient en plus de la tradition, qu'on sait que c'est infiltré de partout, et qu'on croit au coup de théâtre dans les archives 150 ans après, maternel, c'est niveau maternel. Franchement, je ne sais pas comment on peut publier des choses pareilles. C'est grave. Les versions du secret, le secret du 140. Alors voilà, alors en plus, après, alors c'est carrément de mauvaise foi, parce qu'après, donc à force de citer le faux secret de 1851, bon, lui, il croit qu'il est vrai. Alors après, il nous dit, plus loin dans l'article, calamiteux, selon l'autre opinion, le secret de 1846 émane du Mélanie innocente et simple. C'est-à-dire que plus loin dans l'article, en fait, il n'y a même plus celui de 1879 et celui de 1851. Il dit le secret de 1846 émane d'une Mélanie innocente. Donc celui de 1851, qui est faux, devient pour lui celui de 1846. Vous voyez comment... en fait, ce type-là, s'il était ennemi de l'Église, il ne ferait pas différemment, quoi. Vous voyez, c'est... En fait, c'est malhonnête d'écrire ça. Vous voyez, le faux de 1851, c'est pas celui de 1846. Donc on n'amène pas comme ça tout doucement dans un article les gens à penser qu'il y en a un qui est de 1846 et l'autre qui est de 30 ans après, l'autre d'une visionnaire. Non mais c'est quand même pas mal, hein. Selon l'autre opinion, le secret de 1846, le faux, émane d'une Mélanie innocente et simple. L'autre, de 1879, le vrai, d'une visionnaire dont l'esprit avait été dérangé par la lecture de livres apocalyptiques et de la vie d'Illuminati. Non mais le type, il a l'audace d'écrire ça, quoi. Dans les lettres de Mélanie Calva, il y a je ne sais pas combien de lettres où Mélanie écrit, justement, quand la question lui est posée à l'époque, elle dit qu'elle n'a jamais lu de trucs mystiques, de trucs d'apocalypse, de trucs d'Illuminati. Elle n'avait absolument pas lu tout ça. Ce qu'elle a écrit de 1879, c'est de la haute théologie, c'est l'Apocalypse de Notre-Dame, c'est gravé dans son âme, vous voyez, elle était incapable d'inventer ça. C'est malhonnête d'écrire des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, sous Léon XIII, puis sous Benoît XV, blablabla. Ah voilà. Et enfin, sous Pie XII, diverses interventions du Saint-Siège visèrent à empêcher les fidèles, voire les prêtres, de débattre de ce sujet ou interdire l'une ou l'autre publication de la version de 79. Je renvoie le monsieur un peu malhonnête, ou on va dire qu'il est incompétent. Le monsieur incompétent, nous le renvoyons aux écrits de monsieur Delassus que nous avons mentionné dans une de nos dernières vidéos, où là, monsieur Delassus est complètement carré, il y a les 5 points, et il montre bien que toutes les attaques contre le secret de la Salette à fin 19e, début 20e, sont uniquement des trames de l'ennemi, et il démonte complètement tout en 3 pages et demie. Apparemment, ce monsieur n'a pas daigné aller lire tout ça. Voilà, je ne vais pas plus loin.
Je pourrais encore faire 1 heure sur toutes les erreurs, c'est bourré d'erreurs, c'est un tissu d'erreurs, c'est vraiment bien dommage, en tout cas, de discréditer comme ça la tradition à ce point-là, parce qu'en fait, on se discrédite, alors que dans cette tradition, il y a plein de prêtres qui connaissent tellement bien leur sujet. Je tiens quand même à dire que ce monsieur dans Fidélitaire n'est pas du tout représentatif de ce que pensent, moi, les prêtres que je côtoie dans la tradition, qui ne pensent pas du tout ça. Voilà. Je vais terminer notre vidéo d'aujourd'hui. J'ai essayé d'être rapide, j'étais un petit peu long. À nouveau, pour répondre à des questions que vous me posez, la Vierge Marie qui a versé des larmes de tristesse le 8 décembre 2024. Voilà, beaucoup d'entre vous ont été touchés par cet événement. Je voulais y revenir juste rapidement. Effectivement, le 8 décembre 2024, pendant que 3 dames étaient en train de prier le rosaire en latin, en haut, au pied de la statue de Notre-Dame de l'Assomption. Vous savez qu'il y a les 3 statues différentes de l'apparition. Et Notre-Dame de l'Assomption, je rappelle que Notre-Dame de l'Assomption, Mélanie disait, elle a regardé à droite, elle a regardé à gauche et elle s'est élevée dans les airs. Et Mélanie dira, elle a regardé Paris, elle a regardé Rome et ensuite elle s'est élevée dans les airs. Rappelons que dans le secret, il y a Rome païenne disparaîtra et à un autre endroit, Paris sera brûlé. Voilà. Si vous vous souvenez bien, le jour où Notre-Dame a pleuré, c'était le lendemain de l'inauguration de l'ouverture de Notre-Dame, avec un auditoire bourré de francs-maçons, chef d'État, j'en passais des meilleurs. Et que le lendemain, donc c'était le jour, si je ne me trompe pas, le 8 décembre, c'était un dimanche, si je ne me trompe pas, et c'était le jour où était dite la première messe par un évêque qui était dans des habits de guignol. Voilà, avec des espèces de pastiches de toutes les couleurs, là. Et bien, c'est ce jour-là où Notre-Dame a pleuré. Voilà, juste en 2 mots, moi au début quand j'ai vu ça, j'étais en retraite spirituelle à ce moment-là, et enfin juste avant, et j'avoue que quand je vois des événements comme ça, j'ai toujours le doute d'abord de me dire « Oh là là, c'est encore un piège du démon, qu'est-ce qui se passe ?» Et que par la suite, très rapidement, juste en sortant de retraite, j'ai eu ce que j'appellerais, enfin voilà, dans la vie spirituelle, j'ai eu un éclairage, que j'ai pensé être venant de la Providence, qui me disait que je devais y croire, et qu'en fait c'est bien Notre-Dame qui avait pleuré ce jour-là, la statue de Notre-Dame qui avait pleuré, et c'est vrai que par rapport à la statue, qui regarde Rome, qui regarde Paris, et puis les événements qui se passaient à Notre-Dame de Paris à ce moment-là, eh bien ça fait sens. Et je vous invite, en souvenir de ce moment du 8 décembre 2024, à aller à la Salette, à faire pénitence et à essayer le plus possible de prier, de consoler Notre-Dame qui s'est montrée il y a donc quelques mois à nous, en pleurs, à nouveau, à la Salette. Et si le ciel juge bon de faire ça, et Notre-Dame juge bon de faire ça, eh bien, c'est certainement pas pour rien. Et je pense que nous devons grandement en tenir compte. Voilà, je vous invite tous à consoler Notre-Dame de la Salette. Je termine cette vidéo aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.